Salut à tous, c'est le joueur du Clapas, bienvenue sur la chaîne Paye ta règle. Aujourd'hui je vais vous présenter le jeu Legend of the Void, donc je vais vous expliquer les règles. C'est un jeu issu d'un financement participatif édité par Toei Games et dont je ne connais pas les auteurs ni les illustrateurs puisque c'est écrit nulle part sur la boîte. J'ai recherché aussi sur BGG, j'ai pas trouvé. Donc c'est un jeu qui est jouable de 1 à 4 joueurs, 45 minutes par joueur on nous dit, au début peut-être un peu plus, et c'est un jeu qui est uniquement disponible en anglais et dont il existe très peu de vidéos en français. Et comme ce jeu je le trouve génial, j'ai décidé de vous expliquer les règles en français, ça pourra aider pas mal de gens. Alors je commencerai d'abord par la mise en place et ensuite j'expliquerai les règles. Alors avant de commencer la mise en place, quelques mots sur l'intérieur de la boîte et le système de rangement. Eh bien il n'y en a pas du tout. Et à l'intérieur c'est un sacré foutoir. Donc moi ce que j'ai fait, j'ai décidé de créer mon propre organiseur que j'ai fait tout seul avec du carton de plume et des aiguilles et parfois un petit peu de colle. Et ça m'a permis, hop, comme ça, d'avoir une boîte bien rangée pour pouvoir sortir et rentrer le matériel plus rapidement et pour gagner du temps en fait, à l'installation et puis au rangement. Donc j'ai fait un petit compartiment pour chaque joueur, pour les couleurs. J'ai fait des compartiments pour un compartiment pour les grandes cartes. J'ai fait un autre compartiment pour les cartes au format classique. J'ai fait ensuite plein de petits compartiments là pour la monnaie, pour les cubes de monnaie. Donc voilà, ça permet de gagner pas mal de temps. Alors on va partir pour une mise en place solo, comme ça me permettra aussi de parler du mode solo et puis parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui changent par rapport au mode multi. Alors la mise en place, elle est assez longue et un petit peu complexe. On va y aller par étapes, on va essayer d'être clair. Alors première chose que vous devez faire, c'est prendre ce petit paquet de cartes. C'est un paquet de cartes avec les différentes régions du monde de Legend of Void. Donc on prend, c'est des cartes recto verso, hein. On prend ce petit paquet de cartes, on mélange et on va tirer au sort 6 cartes. C'est en fait pour construire notre monde. Donc 4, 5, 6, voilà. Ensuite, une fois qu'on a ces cartes, on les regarde et on va prendre les plateaux correspondants. Alors d'abord, j'ai pioché Phare Tellurian. Alors je vais prendre ce plateau, on regarde. Là, il y a Tellurian, mais il y a écrit Old Tellurian. Donc c'est au dos. Donc je vais prendre ici ce plateau. Ensuite, je vais prendre Arctic Goriath. Donc il faut chercher dans les différents plateaux. Il y en a 8 je crois. On cherche le bon. Donc là, j'ai Inner Goriath, donc c'est au dos. Arctic Goriath, c'est mon deuxième plateau. Ensuite, j'ai Northern Rotam plutôt. Hop, je cherche ça. Hop, c'est ici. Ensuite, Eastern Gonmar. Là, j'ai Gonmar, mais ça c'est middle, donc Eastern c'est au dos, pareil. Décidément, j'ai que les dos. Ensuite, j'ai Wild Nimali. Alors, j'ai trouvé Nimali, mais là, c'est Tame, donc c'est encore une fois au dos. Wild Nimali. Et enfin, j'ai Western Aria, que je vais trouver. Voilà, ici. Donc là, j'ai Aria, mais en centrale, donc c'est l'autre côté, Western Aria. Donc, ce qui fait qu'on a 6 morceaux d'un disque qui va constituer notre plateau de jeu. Alors, on va le mettre au milieu de la table et on va complètement au hasard faire ce disque. Hop. Voilà. Et puis, on va solidariser les différentes pièces avec un petit élément qu'on a dans la boîte de jeu qui est ce petit élément. Et en fait, dans les trous qui sont ici, on va venir comme ça enfoncer les petits picots ici. Bon, parfois, c'est pas évident à faire. Moi, ça m'est arrivé parfois de mettre un moment. Une fois que c'est terminé, voilà, on a assemblé le plateau, ça ressemble à ça. Ensuite, on va recouvrir le plateau de certaines tuiles.
toutes les tuiles ici qui sont violettes, on appelle ça un portail, un portal. Donc on va mettre des tuiles violettes. Donc moi j'ai fait un petit rangement pour les tuiles violettes, alors elles sont recto verso. Là on a les portails et là ici on a les sigils en bleu. On verra ça plus tard. Pour le moment on s'en fiche, hein, on fait de la mise en place. Donc on va mettre une tuile sur chaque hexagone violet. Voilà. Alors, pour la première partie, on n'aura que ça à faire. En fait, dans la première partie, on nous conseille de prendre certains morceaux de territoire. Donc moi là, je n'ai pas fait ça, j'ai fait complètement au hasard. Du coup, j'ai des éléments supplémentaires à placer. On peut avoir à placer du nihil. Alors le nihil, c'est ça. Aussi recto verso de côté, c'est un désert. Donc du nihil, je vais les placer où? Ben là où j'ai des emplacements qui sont identiques à ça. Donc par exemple là, j'ai du nihil à placer. J'en ai aussi. Donc là, en prenant au hasard, c'est pas la map la plus simple qui est sortie. Là, j'en ai deux ici. Et puis, tout au fond, là-bas, j'ai du bleu, c'est un sigil. Donc, je dois placer un sigil. Donc, le sigil, c'est le dos du portal, c'est de l'autre côté. Donc, je place un sigil là. Voilà. On vérifie qu'il n'y ait pas autre chose à placer. Ben, là, il y a un île à placer. Et puis, je regarde s'il n'y a pas un désert ou quoi à placer. Non. Ok. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va placer le lumen board. C'est ça le lumen board. On va trouver une place pour le placer. Alors mettons voilà, sur le côté. Ça, je vais peut-être un petit peu le décaler. Voilà. Donc le lumen board. Le lumen board, on va. Alors c'est un moyen de scorer. C'est un jeu qui ressemble pas mal à Terraforming Mars. Pour certaines mécaniques et pour d'autres il en diffère. Alors ici on va prendre des tuiles qu'on va disposer ici et ça va être éventuellement des façons de scorer à la fin de la partie. Alors on va prendre au hasard une de ces tuiles qui est un peu, je sais pas si vous le voyez, ouais, ça se voit à la caméra, qui est un peu comme ça biseautée là. Hein, c'est pas véritablement un rectangle, c'est un peu comme ça en travers, les angles sur le côté. Donc on en prend un au pif. D'éléments, hop, celui-là par exemple, ils sont recto verso, on peut prendre d'un côté ou de l'autre. Moi je vais prendre comme ça, on va le positionner tout à fait en bas du lumen board. Après on va faire la même chose, mais avec ces tuiles-là qui sont quasiment les mêmes, mais sauf que celles-ci elles sont parfaitement rectangulaires. Donc on mélange, et pareil elles sont aussi recto verso, on en prend une au pif, mettons celle-ci, hop, et on va la mettre au-dessus. Et enfin, on va prendre ces dernières tuiles, vous voyez, qui ont des bords un petit peu particuliers, des demi-cercles intégrés. Donc on va mélanger tout ça. Elles sont également recto verso. Et on va positionner tout en haut, mettons celle-ci. Et voilà, on a constitué notre lumen board ici, de cette façon. Voilà. Et donc, on marquera des points, des demi-points à la fin du jeu pour chaque badge de ce type-là qu'on va avoir, créature. On va marquer un demi-point pour chaque sigil qu'on possédera à la fin du jeu. Et on aura 2 points si on domine la région de Goriath. Alors évidemment, je n'ai pas vérifié, mais il faut vérifier qu'elles sont bien en jeu, sinon on le change, on enlève et on en met un autre. Alors Goriath, est-ce que c'est bien en jeu? Oui, c'est ici Goriath, elle est bien en jeu. Donc là, vous voyez, il ne faut pas oublier de vérifier ça. À ce niveau de la mise en place, en particularité du mode solo, on va placer cet élément-ci à côté du mainboard ici. Voilà. Ensuite, on va prendre les Lumen Blessing. Alors les Lumen Blessing, ce sont des petites tuiles. Et il y en a dans le jeu, je crois, une douzaine. Ici. Et on va les prendre au hasard. Donc on va mélanger. Et on va en tirer au sort 7. On prend pas les. Il y en a deux qui sont vierges, hein, complètement vierges.
Celles-là, on ne les prend pas. On prend celles qui sont inscrites. Alors, c'est pas recto verso, ça, c'est uniquement recto. Donc, au hasard, on en prend 7 qu'on va disposer à côté du lumen board. De cette façon. En fait, vous pouvez les mettre où vous voulez, hein, mais moi, je les mets là. J'ai l'habitude de les mettre ici. Donc, 6 et 7. Une fois qu'on a fait ça, donc on regarde la région là, qui est sortie, on nous dit Goriath, on va prendre le token lumen. Alors c'est quoi le token lumen? C'est ça ici. On va le prendre et on va le mettre sur la région de départ qui correspond à ce qui est sorti ici sur ce plateau. Donc là c'est la région de Goriath. Donc sur Goriath, je vais mettre ici sur la région de l'hexagone de départ qui est toujours le même ici. Les hexagones de départ c'est toujours au centre de la portion de camembert, au centre extérieur. Donc là, 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 etc. Là, etc. Donc on le met là-bas. Ensuite, on va choisir 3 séraphes, c'est-à-dire 3 boss, si vous voulez. Hein. C'est un jeu où on va affronter des boss. Donc des boss, il y a tout ça comme boss de disponible. Donc on mélange, on en tire 3 au sort. Donc moi, je vais prendre les 3 qui sont conseillés au départ, hein, mais après on peut tirer au sort quand on a pris l'habitude de jouer. Mais moi, je vous conseille de prendre quand même ces 3 pour quelques parties, de les conserver quand même, parce que c'est un jeu qui est quand même assez difficile, voire très difficile. Donc, on a tiré au sort où on a choisi les 3, ici, là, et ça va être nos adversaires pour la partie. C'est ces monstres, ces boss qu'il va falloir détruire pour espérer, espérer gagner la partie en solo ou marquer plus de points quand on est en multi. Alors, on va les mettre au-dessous du lumen board. Voilà, à côté. Voilà. On va ensuite prendre les 3 comme ceci. Voilà, alors je vais un petit peu faire de la place. Faire comme ça plutôt. Hop. Ouais, c'est bon. Hop. Ouais. On va ensuite prendre ces trois petits plateaux ici qui vont servir de marqueur de points de vie au monstre. On va d'abord positionner celui avec la griffure rouge en premier, sur le premier qu'on a placé, donc comme ceci. En 2, on va mettre celui qui a la flamme violette. Et en 3, celui qui a la spirale jaune. Voilà. De cette façon, on sait que quand on aura ce symbole, ça correspond à ce monstre, à Moloch. Quand on a ce symbole, ça correspond à Marduk. Pardon. Et quand on a ce symbole, ça correspond à 7. On met également les points de vie avec les cubes violets sur la vie des monstres. Alors ils commencent tous à 13 points de vie. Alors pour la première partie, on peut commencer plus bas. Hein. Moi je vous conseille vraiment pour jouer tranquille la première fois. Commencez mettons à 8 pour voir un petit peu, pour découvrir le jeu. Mais sinon la règle de base normale c'est 13. Hein. Et 13 c'est chaud. Hein. Donc voilà, ils ont tous 13 points de vie chacun. Ensuite, on va rechercher dans le paquet de cartes séraphes les cartes séraphes qui correspondent à nos monstres, à nos séraphes. Alors là, vous voyez comment on fait pour les trouver. Ben, on cherche le nom du boss ici, donc 7. Ici, c'est le nom du séraphe, donc on a celui de 7. On a Moloch, c'est ici. Et il nous manque Marduk, ben tiens, il est là. 3 se suivaient. Donc voilà, j'ai les 3. Donc les autres cartes de séraphes, je peux les remettre dans la boîte de jeu, ils ne me serviront pas. Et ceux-là, je vais les placer au-dessus. Au-dessus des séraphes. Donc on va retourner la carte, chaque carte. Donc celle-ci, c'est celle de Moloch. Donc je retourne et je vais mettre comme ça ici. Ça va compléter le dessin de Moloch, du séraphe. Hop, on a la suite du dessin. Pour Marduk, j'ai ça. Ici. Et pour 7, voilà sa carte de séraphe. Une fois qu'on a fait ça, on a terminé l'installation des séraphes. Alors la prochaine étape, c'est de constituer le Void Deck. Alors pour constituer le Void Deck, on va prendre d'abord une de ces cartes-là, qu'ils appellent un Endgame Event, parce qu'en fait c'est une pile d'événements. Donc un Endgame Event, on en choisit une au hasard. Alors en solo, c'est pas au hasard. En solo, c'est forcément toujours la même. Voilà, en solo, c'est le Lumen Scroll. Voilà, c'est celle-ci. Obligatoirement. Donc on prend cette carte-là, ou si on joue à plus, une au hasard, mais une seule. Ensuite, on va prendre 3 Advanced. Donc les Advanced Events, ils ont ce dos-là. Donc la
quel que soit le nombre de joueurs, on mélange, on en prend 3. On pose sur le endgame event. Et ensuite, on va prendre 7 bases event. Donc il faut en prendre 7 au hasard. Là, pareil, quel que soit le nombre de joueurs. Et on pioche. Donc 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, il y en a 7. Et on les pose sur les advanced event. Voilà, ce qui fait qu'on a fait voilà, le deck qui s'appelle Void Deck, tout simplement. Et on va mettre ça à côté des séraphes. Alors maintenant qu'on a fait ça, on va aller chercher dans la boîte de jeu les standees des séraphes qu'on a piochés avec les bases. Alors là, on a les standees. Par exemple, pour Moloch, là, j'ai son standee et je vais accrocher sa base. Alors, Moloch, c'est celui avec la griffure, là, tout en bas de l'écran, la griffure rose. Donc, je vais l'accrocher à cette base-là. Donc, je regarde, vous voyez, il y a recto, dans deux faces, et verso, enfin, deux faces et deux dos. Donc, je vais bien mettre la partie longue avec la face, comme ça. Comme ça, la partie longue m'indique vers où il regarde. C'est super important. Donc, je vais faire ça. Je vais répéter ça 3 fois pour chacun des monstres. Donc, Marduk plutôt. Lui, c'est la flamme violette. Donc, je regarde, hop, sa face, comme ça. Et puis, 7, c'est le dernier. Là, il me regarde. Donc, je mets vers l'avant. Et voilà, c'est fait pour les 3. Une fois qu'on a fait ça, on va positionner les séraphes sur le plateau de jeu. Alors, on va prendre le premier qui est Morlock, ici, griffe rouge, et on va le mettre sur la première ligne d'intersection entre deux régions, contre le vide, et qui est dos au vide. Donc dos au vide, avec son regard là, le plus long, vers l'extérieur du disque. Donc sur la première ligne frontalière. Ensuite, le deuxième qui est Marduk, je vais le mettre sur la troisième, de la même façon, mais sur la troisième ligne frontalière. Donc 1, 2, 3, il va venir ici. Et le dernier, 7, je vais le mettre sur la cinquième frontière. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc en fait, ça fait un coup oui, un coup non, quoi. Et les 3, ils regardent vers l'extérieur, vers là-bas. Une fois qu'on a fait ça, on va retourner autant de cartes événements que ce qu'il y a de joueurs, et on va appliquer l'effet de déplacement du séraph. Ok. Donc là, comme c'est une partie solo, je vais faire ça qu'une seule fois. Et ce qu'on va appliquer, c'est pas le bas, c'est pas ça. Hein. C'est uniquement le haut. C'est-à-dire qu'il y a un des séraphes qui va faire un déplacement avant qu'on ait commencé à jouer. Lequel? Eh bien, ça va être celui-ci, celui qui a le gros cercle. Si jamais c'était pas possible plus tard dans la partie, en fait, ça c'est un ordre de priorité. Si ça c'est pas possible, alors c'est ça, et si ça c'est pas possible, alors c'est ça. Donc là, ça va être le séraph qui a ce symbole, c'est-à-dire lui, Marduk, ici. Et il va faire ce mouvement-là. Donc les mouvements dans ce jeu des séraphes, c'est peut-être ce qu'il y a de plus compliqué. Mais une fois qu'on a l'habitude, c'est pas si compliqué que ça en réalité. Alors comment ça se passe? Eh bien, il faut considérer que, vous voyez, on imagine que voilà, là où il y a le portal, c'est là où il y a le séraph. Toujours, point de départ du séraph, il va placer un portal. Donc, il va placer un portal ici, et ensuite il va se déplacer. Donc là, il va aller de ce côté, puis après il va descendre, ok? Mais on va imaginer, on peut prendre la carte comme ça au début, si on comprend pas trop. En fait, c'est par là où regarde, le point de départ, c'est vers là où regarde le séraph. C'est pour ça que c'est important de bien placer son séraph et de bien mettre la pointe de la base du standee correctement. Donc là, c'est Marduk. Il est où Marduk? Il est ici. Donc la pointe, elle regarde vers là. Donc si vous voulez, au début, ce qu'on peut faire, voilà, c'est tourner la carte pour mieux comprendre. Vous voyez? Voilà, c'est comme ça qu'il va faire. Il va bouger une fois comme ça. Donc je vais le faire avec vous. Je vais chercher les tuiles qu'il me faut. Il va me falloir des tuiles. Il va me falloir une tuile portal et 2 tuiles nihil. Parce qu'en fait, en se déplaçant, ils vont répandre ces éléments-là sur le plateau de jeu. Donc on va faire ça. Donc j'essaie de vous montrer en même temps pour le mettre ici en correspondance pour que vous compreniez. Donc au-dessous de lui, il sème, façon de parler, hein, il crée un portal. Hop. Après, il avance de 1 et il crée donc du coup un nihil. Hop, surtout on ne change pas la direction. Et ensuite, on me dit que de là où il est, il va partir comme ça.
Donc ici, il se déplace. Et enfin, il avance encore de 1, mais cette fois-ci, il n'y a rien au-dessous. Donc il avance comme ça. Et c'est fini, il a fait son mouvement. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Enfin, en fait, si, c'est un peu plus compliqué que ça, mais parce qu'il peut être bloqué, tout ça, mais j'y reviendrai tout à l'heure quand j'expliquerai les règles du jeu. Là, on n'est qu'à la mise en place, mais vous voyez déjà, on est obligé de passer par des choses un petit peu compliquées à la mise en place. Une fois qu'on a fait ça, on va passer à la mise en place joueur. Mais alors, dans une partie solo, on a une petite étape qui a à faire qui est très légère, c'est mettre en place le joueur neutre. Alors, pour mettre en place le joueur neutre, on va prendre une couleur, celle qu'on veut, on s'en fiche. Donc, moi, je vais prendre bleu pour le joueur neutre. On va prendre une tuile comme ça qu'on appelle un stronghold et on va le placer dans le sens horaire, dans la région suivante après l'endroit où on a mis le lumen token ici. Donc dans le sens horaire c'est ici, donc il va aller se positionner ici le joueur neutre. Hop. Pour indiquer que c'est sa propriété, comme à Terraforming Mars, on va placer dessus un petit carré de propriété ici. Voilà. Ensuite, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on prenne deux tuiles. Alors, ce qu'on appelle une tuile Vitae et une tuile Sigil. On va mettre la tuile Vitae à gauche de son stronghold et la Vitae à droite. Ici, en partant du centre, toujours. On va mettre des petits cubes bleus pour indiquer que c'est à lui. C'est sa propriété. Ok. Et ensuite, on va prendre deux outposts, enfin deux drapeaux, ils appellent ça outpost, et on va les mettre de part et d'autre du lumen token, là où il y a le lumen token, donc ici et là. Ensuite, on prend un petit socle et on met un standy de héros, n'importe lequel, on s'en fiche, aucune importance dessus, et on le met sur le stronghold. Voilà, le genre neutre, il est installé. Je suis même pas certain que de mettre une figurine, un standy de héros serve à quelque chose. Mais enfin, je suis les règles. Une fois qu'on a fait ça, on va mettre en place le joueur humain. Donc on va prendre un plateau joueur comme ça. On va ensuite se prendre quatre petits, enfin tout un lot de couleurs hein, avec les outposts, les petits cubes rouges, les socles, tout ça. Donc on se prend ça. On se prend 4 cubes de sa couleur qu'on va mettre sur le niveau 0 des ressources indiquées. Donc ça fait 4 cubes ici à placer. On va ensuite prendre un autre cube pour le mettre sur 13 dans le LR. Le LR, c'est le Lumen Rating. C'est comme le NT, le niveau de terraformation à Terraforming Mars. C'est exactement pareil, ça marche de la même façon. Et par contre, on commence à 13. Le premier joueur déterminé au hasard, il va prendre ce jeton qui est le Seal of the First. Il le pose à côté de lui. Ensuite, on va prendre des cartes qui dans ce jeu sont appelées des scrolls. Et alors, il y a plusieurs types de scrolls. On va commencer avec des GIF scrolls, c'est-à-dire des cadeaux, quoi, des cadeaux. On nous demande d'en piocher, d'en distribuer 4 à chaque joueur. Donc on mélange et on en distribue 4. Quand on joue seul, en fait, on en prend 5. C'est la seule différence. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, mais sinon c'est 4. Ces GIF scrolls, on les met de côté pour l'instant. On va prendre ensuite des Lumen Scrolls. Alors, on a un gros paquet de cartes. Là, pareil, c'est comme à Terraforming Mars, ces gros paquets de cartes. Ben, c'est des Lumen Scrolls, quoi. C'est des cartes, cartes. Et on va en prendre, on va en distribuer 8 à chaque joueur. En solo, on s'en prend 10. Ok, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 parce que je suis en solo, hein, sinon c'est 8 pour chaque joueur. On va ensuite se prendre deux cartes de héros. Alors les cartes de héros, c'est des grandes cartes, elles sont comme ça, il y en a plein. Donc on mélange bien, on en distribue 2 à chaque joueur. Donc ici, je vais prendre ces deux. Pareil, quand on apprend le jeu, quand on commence, il y a 5 héros qui sont conseillés. Donc ce qui fait que, avant de commencer la partie, vous avez 8 Lumen Scrolls. Des GIF Scrolls, vous en avez 4. En solo, c'est 10 et là, c'est 5. Et vous avez
2 cartes de héros qu'on garde normalement face cachée, qu'on ne montre pas aux autres. Hein. Tout ça, on le garde face cachée. Hop, voilà. Ensuite, on va mettre en place les factions. Alors, au début du jeu, on vous conseille de jouer sans les factions. Bon, vous pouvez jouer quand même avec les factions d'entrée. Hein. Donc, on mélange. Et là, en fait, le premier joueur, ce qu'il va faire, c'est là où c'est aussi la deuxième phase un petit peu parfois complexe à comprendre. Le premier joueur, ce qu'il fait, c'est que il va piocher, enfin, il va retourner une faction, il regarde, il va la placer là où c'est indiqué, c'est-à-dire ici en haut là. Hop, je vais zoomer. Voilà, donc celle-ci par exemple, on dit qu'il faut la mettre sur Dormat, et puis si jamais Dormat ça y est pas, il faut la mettre sur Gonmar. Vous voyez? Donc il faut chercher sur la map où est-ce que ça se trouve. Alors Dormat, je sais pas si je l'ai. Non, ça y est pas. Donc j'ai pas, on n'a pas Dormat, mais par contre donc on doit avoir Gonmar. Alors Gonmar, c'est où? Donc, ici. Donc on pose à côté ou dessus hein, s'il faut, ici comme ça. Et puis le premier joueur il continue, il fait ça une deuxième fois. Donc là on regarde. Ici on me dit sur Rotam et puis s'il n'y a pas sur Tellurian. Donc je cherche Rotam d'abord. Donc là c'est Ariane, Imali, Tellurian, Arctic Goriath. Rotam c'est là-bas. Alors c'est là-bas, mais il y a le joueur neutre. Donc comme il y a le joueur neutre, je ne vais pas mettre ça sur Rotam, je vais voir sur Tellurian. Alors est-ce qu'il y a Tellurian? Oui, il y a Tellurian. Donc je vais positionner ici. Si imaginons qu'il n'y aurait pas eu Tellurian, s'il n'y a pas Tellurian, je pars du Lumen Token, qui est en haut ici, et puis je vais mettre sur la première région disponible dans le sens horaire. Donc là, ça aurait été pas possible, parce qu'il y avait le joueur neutre. Là, c'était pas possible, parce qu'il y avait déjà une faction positionnée, donc ça aurait été ici. Ok. Quand on joue en multi, à ce moment-là de l'organisation, le premier joueur, il va choisir soit une des deux factions, soit il va décider de passer. Et s'il passe, alors s'il choisit une des deux factions, ben, il choisit une des deux factions, il apprend. S'il passe, eh bien, c'est au deuxième joueur de faire son choix. Et à ce moment-là, il va piocher une troisième faction qu'il va placer. Donc là, on lui dit par exemple Nimali et ensuite c'est Hera. Alors Nimali, c'est où? C'est là, donc ça serait ici. Et une fois qu'il a positionné la troisième faction, le deuxième joueur, il peut à son tour choisir parmi les trois ou passer encore. Et on va continuer comme ça, autant que ce qu'il y a de joueurs, mais sachant qu'au final, on ne peut avoir au maximum que le nombre de factions, ça peut être que maximum le nombre de joueurs plus 1. Ce qui fait que le dernier joueur, il n'a pas intérêt à passer, puisque lui, il aura, si tout le monde a passé, il aura le maximum de factions disponibles. Quand on est en solo, c'est pas pareil, c'est pas comme ça que ça se passe en fait. On fait pas ça, on fait juste la première étape, c'est-à-dire comme j'ai fait, on pioche deux factions et on va choisir une des deux factions. Donc pour les choisir, il faut regarder un petit peu ce qui nous intéresse, mais on sait déjà que si je choisis celle-là, je vais commencer ici. Si je choisis celle-là, je vais commencer là. Donc on va les prendre et on va regarder un petit peu ce que c'est. Alors, comment est-ce qu'on choisit les factions? Qu'est-ce qu'il faut voir? Bien déjà, on va regarder en bas. Ici, vous avez l'heure de départ. Donc la 8, la 9. Et ici, comme à Terraforming Mars, quand il y a un 4, vous voyez un carré, c'est la production qui augmente. Donc là, j'augmenterai la production de gold. Et là, c'est la production de ce que je veux. Donc 9 or pour lui. Augmentation de la production d'or de 1 et de ce que je veux de 1. Et lui, ça serait 8 gold. Augmentation de la production d'or de 1. Augmentation de la production de mithril de 1. Augmentation de la production de héros de 1. Donc celui-ci a l'air plus intéressant de prime abord. Et puis ensuite, il faut regarder les pouvoirs. Alors, ils ont des pouvoirs. Un pouvoir qu'on va pouvoir déclencher chaque fois, une fois par tour, quand c'est avec une petite flèche rouge. Hein, ça c'est le coup. Je mets, si ça m'intéresse, je paye le coup. Je vais mettre un petit cube de ma couleur pour dire que j'ai fait cette action et je gagne le gain à droite. Là, ça marche toujours comme ça. Donc ici, ça veut dire 10 minutes à production d'or pour augmenter. Alors, 10 minutes à production d'or de 2 pour augmenter la production de ton choix de 1. Ok.
Et lui, c'est détruit une carte que tu as, alors pas de ta main, hein, détruit une carte qui est en jeu, une carte que tu possèdes, que tu as mis en jeu, pour gagner une ressource de ton choix. Et ils ont aussi un passif. Alors un passif, lui, qu'est-ce que ça veut dire? Hop, comme ça. Bon, c'est expliqué en dessous, bon, il faut lire un petit peu l'anglais, mais on nous dit que quand on joue un badge engrenage comme ça, on peut placer un outpost dans une région où on possède un stronghold, c'est-à-dire un outpost, c'est ça. Donc, je vais pouvoir, chaque fois que je mets une carte qui a ce badge, je vais pouvoir placer ça, un outpost, n'importe où, mais dans une région où je possède un stronghold, c'est-à-dire par exemple ma région de départ, parce qu'on va partir avec un stronghold, n'importe où. Alors, à quoi ça sert les outposts? Eh bien, j'y reviendrai après par la suite. J'essaie de me rester concentré sur la mise en place, ok? Donc, on choisit une des deux factions, ok? Alors, admettons que je choisisse celle-ci. Donc, celle-là, je la laisse là. Je choisis celle-ci, donc je vais la prendre avec moi à côté de mon plateau de jeu. Je gagne immédiatement ce qui est indiqué dessus. Donc là, ça me dit 8 gold. Donc comme à Terraforming Mars, je vais mettre les ressources que j'accumule ici. Ensuite, on me dit augmente ta production de gold de 1. C'est ici le gold. Augmente ta production de mithril de 1. C'est là le mithril. Augmente ta production de héros de 1. Les héros, c'est ici. Voilà. Ensuite, ce que je dois faire, placer mon stronghold de départ dans la région où j'ai pris la faction. Donc on se rappelle, c'était ici. Donc je mets ici sur la zone de départ. Je mets ici un petit cube pour montrer que ce stronghold m'appartient. Et chaque fois qu'on construit un stronghold, on gagne une ressource de héros. Ce qui signifie que je vais prendre un héros, une ressource de héros, 1, et je vais positionner ici, là où on met les ressources de héros. Ensuite, on n'a toujours pas fini la mise en place. On va prendre les Lumen Scroll et quand on joue à plusieurs, on va faire un draft. Donc on va choisir, on se rappelle, hein, à plusieurs, c'est 8 cartes, 8 Lumen Scroll. Donc on va en choisir une parmi les 8 et on va donner les autres à son voisin dans le sens horaire et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ce qui fait qu'à la fin, on va se retrouver avec 8 cartes pareilles mais issues d'un draft. Une fois qu'on a fait ça, on va recommencer la même opération mais pour les GIF scroll. Donc on en a 4 quand on est à multi. On va en choisir une, on va passer à son voisin, mais cette fois-ci dans le sens anti-horaire. Donc on va choisir, on va se retrouver donc avec 4 GIF scroll mais issus d'un draft. En solo, évidemment, on ne fait pas ça, même s'il y en a qui le font, qui s'amusent à faire des variantes, mais on ne fait pas ça. On a ces 5 GIF scroll de départ et on a ces 10 Lumen Scroll aussi de départ. Une fois que tout ça est fait, on va choisir ce qu'on va garder. Encore une fois, je me répète, mais comme à Terraforming Mars, on va choisir parmi les deux héros qu'on a, lequel on veut garder. Et parmi les Lumen Scroll qu'on a, lesquels on veut garder, sachant que ceux qu'on va garder, on va les payer 3 gold pièces. Et les GIF Scroll, on va en choisir 2. Mais ceux-là, on en choisit obligatoirement 2. Mais ceux-là, quand on va les placer, enfin quand on va les garder, on les garde gratuitement, on ne les paye pas. Et même quand on va les placer, quand on va les jouer, ils sont gratuits. Donc ça, c'est vraiment des gifts, c'est vraiment des cadeaux. Mais on peut en prendre évidemment que 2. Alors ensuite, on va, en commençant par le premier joueur, chacun va choisir le héros qu'il veut parmi les deux. Donc admettons que je choisisse celui-ci et l'autre, il repart dans la boîte de jeu. Ce héros, il va m'apporter 2 nouvelles ressources qui sont inscrites en bas ici. Donc là, je vois que je gagne 12 gold. Donc je les mets dans mes ressources. Je gagne ensuite le droit de piocher dans le deck jusqu'à obtenir une carte, un scroll avec un badge de clé. Donc j'y vais. Donc ici, les badges, ils sont là. Donc c'est pas le cas. Là, c'est pas le cas. Et ici, c'est le cas. Vous voyez, j'ai un badge clé, comme on me disait ici. Donc cette carte, je la garde, je la gagne et je n'aurai pas à la payer. Elle est directement à moi. Je n'ai pas à payer pour la conserver. Donc je vais la mettre
ici. Et ensuite, j'augmente de 2 ma production de gold. Donc 1, 2. C'est un personnage aussi qui a d'autres pouvoirs et qui a des caractéristiques comme tous les personnages. Donc il a par exemple une puissance de combat de 1, il a 1 de mouvement quand il se déplace, il y a des personnages qui peuvent avoir 2 ou 3, et il a certains pouvoirs. Donc ici une habileté que je peux déclencher une fois par tour, ici c'est une habileté qui me dit que si je mets un cube, je peux combattre un séraph en ayant ma force de combat, c'est-à-dire qu'ici 1, plus en force de combat, le nombre de tuiles que je possède dans la région où il y a mon héros. Et puis en dessous, il a un passif. Chaque fois que je vais gagner, que je vais placer sur la carte un outpost ou une tuile, je vais gagner une ressource de héros, c'est-à-dire un petit cube que je vais positionner ici. Et enfin, il a une particularité dans une espèce de cadre ivoire. C'est une particularité qui est un peu une contrainte aussi. C'est que chaque fois que je vais gather, c'est-à-dire que je vais aller miner, que je vais aller rechercher des ressources sur la map, eh bien, quelles qu'elles soient ces ressources, je gagnerai forcément uniquement du gold, de l'or, et pas autre chose. Donc ça peut être un petit peu contraignant. Je prends ma carte de héros, je la mets à côté de ma carte faction, ici, et dans le même temps, je vais payer pour les cartes que je vais garder. Donc mettons que je garde, je fais au pif, peu importe. Mettons que je décide de garder ces 4 cartes. Les autres que je ne garde pas, elles partent à la défausse. Donc la défausse, on me dit qu'elle peut être toujours cachée, ici. Toujours face cachée. Donc je garde ces 4 cartes. Ça fait donc 3, 6, 9, 12, puisque c'est 3 gold par carte gardée. Donc je perds 12 gold. Et je me retrouve avec 4 Lumen Scroll, plus un, celui-ci que j'avais gagné tout à l'heure, grâce à l'habileté de départ de mon héros. Ok, donc je vais avoir ces 5 scrolls, mais en main, hein, je les ai en main. Encore une fois, comme à Terraforming Mars, c'est en main, c'est pas encore en jeu. Et il me reste, ça c'est un petit peu différent par rapport à Terraforming Mars, il me reste des scrolls, donc 4 en multijoueur, 5 en solo. C'est des gifs, des cadeaux. Et je vais pouvoir en choisir 2 et uniquement 2 parmi le nombre que je possède. Donc là, c'est seulement une fois que chaque joueur a placé son héros et a payé les scrolls qu'il voulait garder, que en commençant toujours par le premier joueur, chacun va abattre ces 2 gift scrolls pour les mettre en jeu. Alors, ces gift scrolls, ils ne coûtent rien à placer, ils sont totalement gratuits et ils rapportent toujours des avantages. Alors, admettons que dans le jeu, je décide de conserver et de jouer donc ces 2 gift scrolls. Donc, ceux-ci vont aller dans la boîte de jeu, on ne les jouera plus et je les mets immédiatement en jeu. Alors, pour celui-ci, en le mettant en jeu, je vais gagner une production de mana qui est là. Donc, je gagne 1 de production de mana. Et puis, je vais gagner 2 créatures qui s'appellent des mystiques, mais en fait, ça peut prendre plusieurs noms, mais c'est toujours des créatures. Donc, comme type de créature, pour cette carte, et spécialement pour cette carte qui s'appelle des mystiques, je place 2 mystiques sur cette carte. C'est un peu comme les microbes ou les animaux à Terraforming Mars, c'est la même chose. Donc, je pose la carte et je mets là-dessus 2 petits cubes de bronze pour signifier que j'ai 2 créatures dessus. Parce qu'en fait, en ayant 2 créatures dessus, ben ici, en haut de la carte, j'ai une petite habileté qui dit que je peux, une fois par tour, en mettant un petit cube, je peux dépenser une créature pour gagner le pouvoir qui est inscrit ici, c'est-à-dire ici, placer un outpost dans une région où j'ai un stronghold. Bon. Donc ensuite, je mets le deuxième GIF en jeu, GIF scroll en jeu, et ici, vous voyez, ce GIF, il me dit que je peux placer une tuile Vitae à côté de mon Stronghold. Et j'augmenterai aussi ma production de mana de 1. Donc je vais augmenter d'abord ma production de mana de 1. Donc je suis à 2, à 1, pardon, je passe à 2. Et je pose ma carte. Je vais mettre une Vitae à côté de mon Stronghold, ici. Donc je vais mettre la Vitae à côté. Et en plus, on me dit, hop, voilà, on me dit que Bloom Vitae, c'est poser une Vitae. Hein. On me dit que cette Vitae, je peux la mettre sur une montagne. Hein. En plus, sur une montagne. Alors ça, c'est super. Donc je vais la mettre, la Vitae, je vais la mettre soit ici,
soit là. Alors, quand je pose une Vitae, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je vais gagner déjà si c'est une région riche, c'est-à-dire s'il y a une petite ressource dessinée dessus, je vais gagner la ressource. Donc là, déjà ici, je vais prendre un cube que je vais positionner dans le mithril. Ensuite, je pose ma Vitae, par exemple là. Je n'oublie pas de mettre l'indicateur de ma propriété. Hop. Et ensuite, je vais gagner soit un esprit, un spirit, soit une créature. Donc moi, gagner un spirit, je peux pas, mais par contre, vous voyez, j'ai une carte où je peux accumuler des créatures, donc je vais gagner une créature. Et ensuite, c'est pas le cas ici, mais s'il y avait eu un séraph, je lui infligeais une blessure. Et quand on inflige une blessure à un séraph, on gagne, on augmente dans le LR, ici. On augmente ici de 1 et on diminue la santé du séraph de 1. Une fois qu'on a fait ça, on a presque terminé la mise en place. Il faut qu'on fasse quelque chose, c'est que tous les espaces de départ qui sont vides, on va les combler en mettant un nil. Donc on met un petit nil ici, un petit nil là. Ça ici, hop, je le jetais. Hein. Ça repart à la boîte de jeu. Et puis voilà. On n'oublie pas, j'ai pas oublié de mettre le standy de son héros sur le stronghold de départ. Ça, c'est super important. Donc, il faut aller rechercher dans la petite, dans moi, c'est dans ma petite boîte de héros. On va rechercher son héros. Alors, une fois qu'on l'a trouvé, on met le standy sur le socle et ensuite on met le héros sur le stronghold de départ. Voilà, j'ai failli oublier, ça aurait été vraiment bête. Une fois qu'on a fait ça, ben, on est prêt pour jouer, quasiment prêt pour jouer. Donc voilà à quoi ça peut ressembler. Donc les éléments, les petits cubes de couleur, tous nos éléments de couleur, ce qu'on a au départ, le héros, la faction, les deux gifs scroll qu'on a positionnés, les cartes qu'on a en main et le plateau de jeu. Voilà comme il doit se trouver. La pioche et la défausse des scrolls, des lumen scrolls. Le plateau des séraphes, les cartes événements, le lumen board ici et les blessings, là, les lumen blessings, les bénédictions quoi, de lumens. Le petit élément de jeu, là, quand on joue en solo, on le met. Ça va être une façon de pouvoir blesser les monstres de temps en temps. On a deux types d'aides de jeu, mais moi je vous conseille celle-là qui est beaucoup plus complète. C'est un feuillet super fin, mais il est très complet. Et puis, on est presque prêt à jouer. Alors, pour jouer, qu'est-ce qu'on fait? Avant de commencer, il reste encore deux petites étapes. On va faire une étape de production. Donc, on y va, on produit. Donc là, ça marche. Ça ressemble à Terraforming Mars. D'abord, on va créer le Genazi. Comment? On va convertir. Alors, ça, c'est Genazi Dark Matter, Mana, Mithril, Hero, Gold. Donc, on va créer le Genazi. Comment? En fait, on va tout descendre en bas, mais par 2 pour 1. C'est-à-dire, il faut 2 Genazi, 2 Dark Matter. Il faut 2 Dark Matter pour créer un Genazi. Une fois qu'on a fait ça, ensuite, la mana, elle bascule, elle devient du Dark Matter. Et ensuite, c'est classique, on produit. Alors, on produit combien? On regarde le LR. Au départ, on est à 13 en principe. Ici. 13 plus le niveau qu'on a atteint. Donc 13 plus 3, moi ça me fait 16. Donc je vais gagner 16 gold. Donc je prends mes 16 gold. Donc on a les petits cubes, c'est 1. Les cubes argentés, c'est 5. Et les gros cubes dorés, c'est 10. Ensuite, en héros, j'ai 1. En mithril, j'ai 1. Et en mana, j'ai 2. Voilà. Donc on a fait la phase de production. Et ensuite, dernière étape, et c'est fini, ça va être le choix du Lumen Blessing. Celui qui choisit d'abord, c'est le dernier joueur, et ensuite on fait le sens anti-horaire. Donc en commençant par le dernier joueur et en terminant par le premier joueur, sens anti-horaire. Donc on choisit. Donc qu'est-ce que je vais choisir moi? Tiens, je vais choisir ça, par exemple, ici. Donc on se le met à côté et on va
ensuite gagner les gains. Donc là, c'est gagne un or, gagne une ressource de héros, et j'ai un badge héros pour la manche, parce qu'en fait, ça va changer à chaque manche. Donc je prends mon or et mon héros. Et voilà, et on peut commencer. Et là, la mise en place du jeu est terminée. Donc vous voyez, c'est une mise en place qui est assez longue, assez complexe, surtout quand on ne connaît pas le jeu, parce que vous avez vu qu'à 2-3 reprises, j'ai dû faire des choses qui nécessitaient de connaître déjà le jeu, quand même. Hein. C'est ça qui rend le jeu pas facile d'accès au début. Mais après, ça va mieux quand même. Hein. On fait une ou deux parties et ça va beaucoup mieux. Alors, avant d'expliquer les règles du jeu proprement dites, je vais vous expliquer un petit peu le flow général du jeu et un petit peu ce qu'il faut faire dans ce jeu, ce qui est attendu pour comprendre quelque chose. Alors, dans ce jeu, le but du jeu, c'est d'essayer de battre les 3 séraphes qui sont ici. Okay, en solo, c'est obligatoire. Si on n'y arrive pas, on a perdu. En multijoueur, ce n'est pas obligatoire. En fait, à la fin du jeu, on va gagner des points en fonction qu'on ait battu ou pas les séraphes. Si on n'a pas battu les séraphes, on va gagner, le nombre de points qu'on va gagner, ça va être notre niveau de LR. Terminé, c'est tout. Okay, en revanche, si on a battu les 3 séraphes, on va pouvoir gagner beaucoup plus de points. Déjà, on va gagner des points en fonction du Lumen Board et de ce qui est écrit ici. On aura uniquement si on arrive à vaincre les 3 séraphes, on pourra, que ce soit en multi ou en solo, là, on pourra marquer un demi-point. Et oui, c'est un jeu où on compte par demi-point, on n'arrondit pas, hein, c'est le seul jeu que je connaisse qui fasse comme ça. Donc on va gagner un demi-point par badge créature qu'on possède. On va aussi gagner un demi-point par sigil que l'on possède. Et le joueur qui aura le plus de construction de tuiles sur Goriath, c'est-à-dire là où on a ici, où on a le Lumen Token, il gagnera 2 points. On va aussi pouvoir marquer des points en fonction des cartes, de certaines cartes qui permettent de scorer des points à la fin du jeu. Et enfin, si on a battu les 3 séraphes, on pourra aussi gagner 1 point par Stronghold qu'on a construit. Et enfin, je répète encore une fois, si en multijoueur, si on n'a pas vaincu les 3 séraphes, les seuls points qu'on marquera, c'est le niveau de LR. Et en solo, si on n'a pas battu les 3 séraphes, on a perdu. Maintenant qu'on sait ça, comment se déroule le jeu? Eh bien, le jeu, il se déroule toujours en 4 phases qu'on appelle des saisons. Il va y avoir le printemps, il va y avoir l'été, l'automne et l'hiver. Ok, donc normalement le jeu commence au printemps, mais en réalité, quand on fait le premier tour de jeu, on commence à l'été directement. C'est l'été qui est la phase principale. À l'été, on va pouvoir faire des actions, tout plein d'actions. D'ailleurs, cette tête de jeu, pour ça, elle est formidable. Vous voyez, là, ici, j'ai printemps, été, automne et hiver. Ok, donc le jeu, normalement, il commence... Enfin, quand on commence, logiquement, l'aide de jeu, ça commence au printemps, mais lors du premier tour de jeu, on commence à l'été. Ok, donc à l'été, c'est principale phase de jeu, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire, tout ça et tout ça. Donc c'est là où on joue en fait, où on fait ses actions. Une fois qu'on a terminé, que tout le monde a passé en fait, comme à Terraforming Mars, il faut qu'on fasse chaque fois 2 actions, mais on est obligé de faire, enfin on est obligé, oui, hein, on est obligé de faire 2 actions dans le sens où on ne peut pas faire une action passer puis après reprendre, contrairement à Terraforming Mars. On doit faire 2 actions. Si on fait une seule action et qu'ensuite on passe, ben on passe. C'est fini pour nous pour cette manche-là. Ok, donc le premier qui passe, il va s'emparer du pion premier joueur. Ok, et ensuite, une fois qu'on a fait la phase d'été, hop, on va aller à la phase d'automne. La phase d'automne, c'est quoi? C'est une phase d'income, c'est-à-dire de gain de ressources. Comme je viens de faire quelques minutes plus tôt, vous savez, on a gagné les ressources, on a regardé combien on produisait de chaque matière et de chaque ressource, et on a pris nos ressources. Ben voilà, ça c'est à l'automne. C'est aussi à l'automne qu'on va pouvoir prendre qu'on va changer de Lumen Blessing, qu'on va prendre un autre Lumen Blessing. Et ensuite, il y a l'hiver. Et l'hiver, c'est la phase durant laquelle les séraphes vont jouer. C'est-à-dire,
on va retourner une carte événement, on va faire bouger un séraph, et le séraph, il va appliquer sa malédiction. En bas, on va appliquer la malédiction du séraph. Je reviendrai quand on fera chaque phase en détail. Une fois qu'on a fait ça, hop, on passe au printemps. Et au printemps, encore une fois, comme à Terraforming Mars, c'est une phase de draft. En fait, chaque joueur va prendre 4 cartes à la pioche. On fait un draft de façon à en avoir 4 et ça va tourner. On choisit une carte et puis on passe aux autres joueurs, etc. Les cartes qu'on a en main à la fin du draft, si on veut les garder, c'est 3 pièces d'or chacune. Et de cette façon-là, on va accumuler des cartes et puis ensuite on passe à la phase été et on recommence, etc. etc. Donc, si vous m'avez bien suivi, vous avez sans doute compris que c'est un jeu qui ressemble beaucoup à Terraforming Mars par ses aspects. Il a un côté Terraforming Mars, mais beaucoup plus expert, beaucoup plus compliqué, avec des choses qui sont carrément identiques, comme la gestion de ressources, le système de cartes et de draft et d'accumulation de cartes, les badges sur les cartes, c'est tout exactement pareil, les habiletés comme on les déclenche. En revanche, ce qui est aussi identique, c'est le système de progression de LR, comme les NT. Plus on va progresser en fait là-dessus, plus on va générer du gold, de l'or, ici, mais on va pouvoir aussi gagner plus d'or avec sa propre jauge d'or. Mais il y a des choses qui sont beaucoup plus compliquées. Plutôt que de gérer la température, l'oxygène, etc., comme à Terraforming Mars, on va en fait combattre ses ennemis et c'est en les affaiblissant qu'on va monter les différents niveaux le niveau de l'humaine. Alors, comprendre les règles de Legend of Void, c'est comprendre cette fiche. Voilà, c'est ça qui est central. Et en particulier, la partie été, parce qu'elle est vraiment très bien faite. Alors moi, je vais beaucoup m'appuyer là-dessus. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire à la phase d'été? Vous allez pouvoir jouer une carte. Jouer une carte, c'est-à-dire, vous allez regarder ici une carte qui vous intéresse. Par exemple, je vais prendre celle-ci, on va commencer par une simple. Et on a le coût. Donc ici, c'est toujours le coût. Celle-ci, elle vaut 3 gold. Il n'y a aucune condition, alors que là, il y a des conditions. Et je paye 3 gold, je la mets sur mon plan de jeu, et elle me rapporte déjà des badges, enfin un ou plusieurs badges. Ici, là, il y a un badge de vie. Et elle va me donner immédiatement quelque chose. Donc là, ici, on me dit gain one Genazi, donc je gagne un Genazi, et je peux ajouter une créature à n'importe lequel de mes scrolls, donc sur n'importe quelle carte. Donc ça veut dire que si je la joue, donc admettons que je la joue, donc je la positionne sur mon plan de jeu, je paye 3 gold, ok. Je gagne un Genazi et une créature. La créature, je vais la mettre. Là encore, faut-il avoir des cartes sur lesquelles on peut accumuler des créatures. Moi, c'est mon cas, donc je me mets ici. Et ensuite, je gagne un Genazi. Hop, voilà. Là, c'est jouer une carte. Mais c'est une carte simple. Il y a des cartes beaucoup plus compliquées. Ici, par exemple, celle-là, elle est beaucoup plus chère aussi. Celle-là, elle vaut 37 gold. Mais c'est pas tout. Pour pouvoir la positionner, il faut aussi posséder 5 badges de mithril. Et moi, pour l'instant, des badges de mithril, j'en ai aucun. Elle va me fournir aussi un badge de mithril et un badge comme ça ici de scroll, je crois, je ne sais plus comment ça s'appelle, enfin peu importe, un badge comme ça. Et elle va par contre me donner, donc super cher, super dur à avoir, mais par contre, elle va me donner un super pouvoir. Elle va me permettre, alors c'est toujours un peu bizarre, mais scratch up to 3 nihil, c'est-à-dire en fait elle va me permettre de retourner 3 nihil n'importe où. Alors dans les Outerlands en fait c'est le nom c'est le monde, quoi, c'est la map. Donc ça veut dire que je vais pouvoir retourner 3 tuiles nihil. Les tuiles nihil, c'est ces tuiles-là, si je les retourne, ça devient un désert de ma propriété. Je mets un petit cube ici. Bon, je vais revenir là-dessus, hein, spécifiquement, je vais revenir sur ces histoires de tuiles. Là, je vais essayer de rester focus sur les cartes. Donc, j'ai des cartes qui ont des conditions. Hein. Ça me donne des conditions. Ici, il faut avoir 3 badges de ce type pour la placer. Ici, j'ai pas de conditions. Là, ici, il faut que mon héros il soit sur un de mes strongholds
pour pouvoir la jouer. Par contre, elle ne me coûte rien, mais voilà. Et ça me rapporte un badge clé. Donc, vous voyez, il y a plusieurs conditions. Les conditions, en fait, c'est, pour pas qu'on les oublie, elles sont dans une espèce de petit fanion bleu. Hein, vous voyez. Donc, il y a le coup, les fanions. Dans le fanion bleu, éventuellement, c'est quelque chose. Et en plus, si on parle un petit peu anglais, mais sinon, bon, on a ça. Après, les icônes, on s'y fait. Mais on a toujours le rappel de ce que signifie le petit fanion bleu dans le need. Need, c'est-à-dire le besoin. Le besoin, ça me dit exactement la même chose. Il faut que je possède au moins 5 badges mithril. C'est exactement pareil, donc c'est un petit rappel. Donc ça, c'est jouer des cartes. Pareil, pour ceux qui jouent à Terraforming Mars, ils ne seront pas dépaysés. Ensuite, ça, pareil toujours, on n'est pas dépaysé de Terraforming Mars. C'est le fait de jouer une action qui est indiquée sur une carte que j'ai en jeu. Donc par exemple, un scroll ou n'importe quoi, un scroll ou ma fiche de héros. Par exemple, ici, vous voyez, là, c'est une habileté de carte, donc je peux faire ça aussi. Donc effectuer une action unique de carte, c'est une fois par tour pour chaque carte. Donc il faudrait que je mette un petit cube pour me rappeler que j'ai utilisé lors de cet été le pouvoir de cette carte. Là, le coup, donc je dépense une créature et ça me dit mets un outpost là où tu as un stronghold, dans une des régions où tu as un stronghold. Donc les outposts, j'en avais un petit peu parlé tout à l'heure, mais je n'avais pas expliqué leur intérêt. Donc un endroit où j'ai un stronghold, ici j'ai un stronghold, je peux mettre un outpost dans n'importe quel hexagone de cette région-là, de ce camembert. Alors, un outpost, ça a deux avantages. Okay, un avantage qui est lié au mouvement et un autre qui est lié à la construction. Je vais commencer par la construction. Déjà, vous avez vu que vous avez des hexagones qui sont, comment dirais-je, c'est comme s'il y avait plein de petits hexagones plus petits, comme des traits avec des hexagones qui reprennent la forme de l'hexagone en plus petit. Vous voyez, avec ces traits blancs, ça veut dire que c'est des montagnes. Donc j'ai là ici, j'ai là ici, là j'ai ici, ici, ici. Ben, tout ça, c'est des montagnes. Eh bien, en fait, on ne peut pas construire dans une montagne, sauf si une carte nous le spécifie, nous l'autorise expressément, ou alors sauf si on a un outpost. C'est la seule façon de construire dans une montagne. C'est pour ça que tout à l'heure, quand j'avais mis ce GIF scroll, vous avez remarqué, j'ai eu un blanc parce que je me suis dit, tiens, elle est bien cette carte, je vais pouvoir construire le Vitae, mais hop, j'ai eu un blanc parce que je me suis dit, ah mince, dans ma tête, mais sans vous le dire, je me suis dit, je ne peux pas construire sur des montagnes. Mais en fait, ça me le dit, là, sur une montagne, donc j'avais le droit. Mais sinon, si ce n'est pas écrit, j'ai pas le droit. Donc, en mettant un outpost ici, je pourrais construire sur cette montagne, sans problème. L'autre intérêt de l'outpost, c'est que c'est un moyen de se mouvoir rapidement. Par exemple, si je place l'outpost ici, eh bien, quand je veux faire un mouvement, je considère que toutes les tuiles que je possède, dont je suis propriétaire, et tous les outposts que je possède, je considère qu'ils sont adjacents. Donc là, par exemple, si je décide de faire un mouvement avec mon héros, eh bien, ça va être tout à côté. Je vais expliquer tout à l'heure quand je ferai les mouvements. Je vais le laisser ici pour vous montrer l'exemple après. Là, j'ai joué une action de carte, mais je pourrais très bien jouer une action qui est sur ma carte faction ou ma carte héros. Hein. C'est possible aussi. Hein. Donc on peut aussi faire, ici, on peut passer. Alors évidemment on peut passer. Donc on peut passer et prendre une nouvelle carte blessing. Qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant que j'ai plus rien à faire, je décide de passer. Je fais qu'une seule action ou aucune. Donc comme je passe, ça je le mets au pot commun. Ok. Et je vais prendre un autre blessing. Je n'ai pas le droit de prendre le même. Hein. Donc admettons que je prenne, je sais pas moi, celui-ci. Je le prends, mais je gagne pas son gain immédiatement. Je le retourne. Ok, je le mets là. Ça montrera aux autres joueurs que j'ai passé. Et si je suis le premier à passer, je récupère ça et je le mets ici à l'envers. Ça montrera que ça y est, je suis le premier qui est passé. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est... Alors ça, c'est pas considéré comme une action, mais je peux détruire des scrolls, donc des cartes, pour gagner une pièce, enfin un gold, pour chaque carte que je détruis. Quand je détruis, elles ne vont pas à la défausse, elles sortent du jeu. Okay.
ce que je peux faire aussi, c'est voyager. Ben, tiens, je vais vous expliquer là avec le outpost. Donc voyager, c'est-à-dire c'est le déplacement. Je peux me déplacer. Alors, se déplacer, comment est-ce qu'on fait? Pour se déplacer, on va utiliser, c'est noté ici, on va utiliser des ressources de héros. Donc, chaque fois que je dépense une ressource de héros, je peux me déplacer d'autant que la capacité de déplacement de mon héros. Donc là, par exemple, je dépense une ressource de héros et vais me déplacer, mettons, de 1. Vous voyez? Mais par rapport à ce que je disais tout à l'heure, comme toutes les tuiles que je possède et tous les outposts sont considérés comme étant adjacents, je pourrais très bien faire 1. Et voilà l'intérêt de l'outpost aussi, en plus de la construction sur les montagnes. Vous voyez? Si je veux me redéplacer, je peux faire plusieurs fois la même action. Hein. Si je veux me redéplacer, c'est ma deuxième action. Ben, je redépense une ressource de héros et je redéplace mon héros. Il y a des héros qui sont plus rapides puisqu'ils ont 2 ou 3 de déplacement. Donc ça veut dire que pour chaque ressource de héros, ils peuvent se déplacer de 2 ou de 3 mouvements. Et ici, on nous précise bien qu'un héros ne peut pas se déplacer ni sur le Void, ni sur un Séraph, ni sur un Nigil. Alors le Void, c'est quoi? C'est ici, c'est au centre. On ne peut pas se déplacer là-dessus, volontairement. Hein. On ne peut pas se déplacer sur un Nigil, c'est ça. Et puis, on ne peut pas se déplacer sur l'emplacement où se trouve un Séraph. Par contre, je peux me déplacer sinon où je veux, c'est-à-dire y compris sur les constructions de mes adversaires et sur les endroits où se trouvent mes adversaires également. Il n'y a aucun problème là-dessus. Là, ici, on a le rappel pour les montagnes qu'on ne peut construire que si on a un outpost. Ensuite, là, on a un autre élément, c'est s'échapper du vide, puisque lors de certains événements, je peux me retrouver dans le vide. Alors, quand on se retrouve dans le vide, c'est jamais volontaire, parce qu'on n'a pas le droit de se déplacer dessus, mais bon, quand on s'est fait aspirer par un séraph ou quoi, on se retrouve dans le vide. Ce qu'on peut faire, c'est utiliser une ressource de héros pour se mouvoir à côté de n'importe quel portail. N'importe où. Donc ça veut dire que si je suis comme ça, je vais dépenser une ressource de héros et je vais me mettre où je veux, mais à côté d'un portail. Donc par exemple, je pourrais très bien me mettre, tiens, ici. Hop, voilà, je serai à côté d'un portail. Ok. Ensuite, on a le combat. Donc un héros peut combattre un séraph. Pour ce faire, il va falloir dépenser un cube de ressources héros et il faut être à côté du séraph. Ok, donc on va imaginer que c'est le cas. Donc allez hop, trichons un peu. Mettons que je me sois ici. Je suis à côté de Morlock et je décide de le combattre. Alors, je dois dépenser. Bon là, ça va. Je vais me rajouter des cubes de héros pour vous montrer, sinon ça va pas être possible. Donc imaginons que je sois comme ça, voilà, c'est mieux. Donc je suis bien à côté de Morlock, je décide de le combattre. Donc comme je décide de le combattre et que c'est pas le fruit d'une carte, c'est pas un pouvoir de carte, de scroll, c'est pas un pouvoir de héros ou quoi que ce soit. Donc je dois, pour le combattre, à ce moment-là, dépenser un cube de héros. Donc je perds. Et ensuite, pour le combattre, je regarde ma puissance du héros, j'ai 1. Et je regarde la protection du séraph que je veux combattre. Il a 4. Ok. Donc ça veut dire que je ne suis pas assez puissant. Pour être assez puissant, il faut parvenir à égaler en puissance l'armure du séraph. Donc moi j'ai 1. Il a 4, il me manque 3. Ce que je peux faire, c'est que je peux augmenter ma puissance en dépensant des cubes de héros. Donc j'ai 1, 2, 3, 4. Et là, j'égale sa puissance, mais je perds aussi des ressources de héros. Je peux l'attaquer. Ah non, il y a une autre condition. Ici, il faut aussi, pour attaquer Morlock, il faut que je détruise un de mes scrolls. Vous voyez? Donc, en jeu, pas en main, en jeu. Donc là, j'ai que ces 3 scrolls en jeu. Donc, admettons que je décide de le faire. Donc, je détruis ce scroll et il ne va pas à la défausse. Il est carrément détruit. Il sort du jeu. Je le jette. Il n'y est plus. Et à ce moment-là, je suis parvenu à attaquer Moloch et à le blesser. Donc, comme je le blesse, ben, je l'indique ici. Il perd 1 point de vie. Et chaque fois qu'on retire 1 point de vie à un séraph, on augmente son LR de 1. Ici. Voilà pour l'attaque classique.
Ok. En revanche, j'ai des attaques sur des cartes que j'ai dit tout à l'heure. Ici, par exemple, avec mon héros, je peux décider d'attaquer un Séraph en jouant cette action, une fois par tour. Donc, je gagne ma puissance, plus autant de cubes que ce que je possède dans la région. Mais quand je vais décider de faire ça, j'ai pas à dépenser de cubes héros. Vous voyez? Donc, je n'ai pas à dépenser de cubes héros pour déclencher l'attaque. En revanche, je peux dépenser des cubes héros pour augmenter ma puissance d'attaque si jamais je ne suis pas assez puissant avec le nombre de tuiles que je possède dans la région. Autre action que l'on peut faire, c'est Seize a Secret. Alors, Seize a Secret, c'est un petit peu particulier. Ça nécessite d'être à côté du Séraph, de dépenser un cube de héros. Donc, je le dépense, ok, et de compléter, enfin de respecter certaines conditions. Alors, ça consiste en fait à s'emparer d'une des cartes d'un Séraph. Donc là, par exemple, je suis à côté de Moloch, j'ai dépensé mon cube héros, par exemple, mais pour faire ça, il faudrait que j'ai soit que je possède soit 5 tuiles dans la région où se trouve Moloch, soit que j'ai 5 badges de héros comme ça dans mes cartes. Donc autrement dit, là au début de la partie, c'est pas du tout possible, hein. Mais admettons que ce soit le cas, à ce moment-là, je peux, alors c'est l'une ou l'autre, des conditions, c'est pas les deux, hein. À ce moment-là, je peux donc m'emparer de cette carte. Donc je me saisis d'un secret, ce qui fait que la carte, je la retourne, ça devient, c'est un scroll aussi, hein. Ils appellent ça des secret scrolls, donc des parchemins secrets. C'est ultra puissant. Toujours, je vais retrouver ce symbole. C'est le symbole d'un séraph. Ça montre les séraphes, hein. Ça désigne toujours les séraphes. Et ce triangle vers le bas, ça montre que je le blesse. Donc j'infligerai une blessure au séraph correspondant. J'augmenterai ma production de mithril de 1. Et je mettrai ce scroll dans mon plan de jeu avec un pouvoir que je pourrais déclencher en le sacrifiant. Alors ici, ça serait la chose suivante, ça serait que je sacrifierais ce scroll qui s'appelle le Blazing Pit pour pouvoir sceller un portail qui est à côté de mon héros. Donc ça veut dire que si par exemple, hop, je suis ici, ben, je pourrais sceller ce portail. Donc en scellant le portail, je reviendrai plus tard pour expliquer ce que ça peut faire. Donc voilà, ça je suis à Size the Secret, voilà, donc ça me permet de faire mal au Séraph et de gagner de beaux avantages. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est Getter. Getter, c'est tout simplement, je dépense une action héros, enfin une action, je dépense un cube, pardon, héros, donc qui sont ici, toujours pareil, pour pouvoir prendre ce qu'il y a sur l'hexagone sur lequel se trouve mon héros. Donc par exemple, si je suis ici, voilà, il n'y a rien, au-dessous, il n'y a rien. Donc il faut que je sois sur un hexagone riche, qu'ils appellent, c'est-à-dire un hexagone avec un petit dessin. Donc par exemple, si je suis ici, que je décide de miner, eh bien je perds une action héros, mais en revanche, je vais gagner un gold et un mithril. Donc je gagnerai un gold et un mithril que je vais mettre ici. Et plus j'ai de cubes héros, plus je peux le faire. Donc je peux le faire plusieurs fois ça, hein. Enfin, c'est 2 actions par tour, mais imaginons sur plusieurs tours. Alors, je ne suis pas obligé de miner sur les régions riches, je peux aussi miner sur des tuiles. Donc, si je mine sur un sigil, je vais gagner une mana. Si je mine sur un vitae, je vais gagner un Genazi. Si je mine sur un désert, je vais gagner un Dark Matter. Si je mine sur un Stronghold ou une tuile spéciale, je vais gagner deux ors. Donc là, c'est sur les régions riches, hein. Je mine ce à quoi ça correspond. Et on ne peut pas miner sur, bien évidemment, sur le Void, sur les Nigil, puisqu'on ne peut pas y aller, et sur les portails. Puisque si on va sur un portail, on peut y aller, mais on va se retrouver directement dans le Void. C'est quoi les tuiles spéciales en fait? Eh bien, c'est pareil, toujours pareil, j'ai dû le dire au moins une dizaine de fois dans la vidéo, c'est pas une vingtaine. Dans ce jeu, comme à Terraforming Mars, il y a aussi des tuiles spéciales qu'on va pouvoir placer. Alors ça, c'est certaines cartes qui nous permettent de placer ces tuiles particulières. Donc si je mine dessus, je me fais aussi 2 ors. Alors ce que je peux faire aussi pendant l'été, c'est ce qu'ils appellent les standards actions. Alors c'est
un certain nombre d'actions qui consistent à essentiellement à construire des tuiles. Alors d'abord la première, bon là c'est pas le cas, c'est je peux dépenser 7 or pour gagner n'importe quelle ressource. Et quand on dit ressource, c'est n'importe quelle. C'est-à-dire que évidemment, ça va être du mithril, du Genazi, Dark Matter, mana, mais c'est aussi des créatures, des artefacts. Tous, vous savez, ce qu'on met sur les cartes. Tout ce qu'on met sur les cartes, comme par exemple, comme cette carte, l'exemple que je prenais tout à l'heure, ici, je peux accumuler des créatures, et bien je pourrais très bien décider de payer 7 or pour mettre une créature là-dessus. Tout à fait possible, hein. Sinon, pour le reste des standards actions, en fait, il s'agit chaque fois de dépenser 7 d'une certaine ressource pour construire un certain bâtiment ou une certaine construction. Là, par exemple, 7 mithril, ça me fait gagner, ça me permet de construire un stronghold. 7 Genazi, ça permet de construire une vitae. 7 Dark Matter, ça permet de construire, enfin de retourner plutôt un île en désert. Voilà, je retourne la tuile. Et là, 7 mana, je scelle un portail, donc je retourne la tuile portail pour faire apparaître l'autre côté qui est un sigil. Donc ici, vous voyez la flèche bleue, ça veut dire je retourne, alors que là, c'est je pose. Quand je fais ça, ben, je vais gagner quelque chose. Donc pour les strongholds, je gagne une ressource de héros. C'est pour ça qu'au début de la partie, quand on place son stronghold, on gagne une ressource de héros. Quand on construit une vitae, on gagne soit un spirit, un esprit, soit une créature. Qu'on met donc, ça se met sur des cartes, hein, donc on met sur les cartes, si on en a, hein, si on n'en a pas, c'est perdu. Ici, quand on retourne un île pour faire apparaître un désert, on gagne soit un mithril, soit un artefact. Alors le mithril, c'est dans sa réserve de mithril, mais l'artefact, ça aussi, c'est sur des cartes. Et quand il s'agit de sceller un portail pour faire apparaître un sigil, donc là on gagne une ressource de son choix. Alors il y a des conditions qui sont super bien expliquées ici. Là ça veut dire que, vous voyez, quand je construis quelque chose, eh bien, il faut que ça soit à côté d'une tuile que je possède. Donc je peux faire ça quand je vise un endroit qui est à côté d'une tuile que je possède. Ok, pour tous. Pour certains, c'est-à-dire pour les strongholds et pour les vitae, je peux construire à l'endroit où j'ai un outpost ou à l'endroit où est mon héros. Donc même si mon outpost est à côté de rien du tout, hein, c'est bon. Et là où il y a mon héros, c'est bon. En revanche, c'est pas le cas pour le Nil et le portail, mais c'est normal puisque j'ai pas le droit d'aller sur Nil, je peux pas y aller. Et le portail, quand j'y vais, en fait, je reste jamais dessus, je suis toujours aspiré et je me retrouve dans le void au centre du plateau. En revanche, je peux retourner un Nil et retourner un portail à côté de l'endroit où il y a mon héros. Ici, vous voyez, c'est assez bien fait quand même le système iconographique. Bon, et je m'aperçois d'une chose aussi, c'est que construire un stronghold, ça me rapportera un point à la fin du jeu, à la condition qu'on ait vaincu les 3 séraphes. Et pour tous les autres, chaque fois que je construis tous les autres, c'est-à-dire soit Vitae, soit Nihil, pas Nihil, pardon, soit Vitae, soit désert, que je retourne en désert, soit que je retourne en sigil ici, chaque fois, on blessera le séraphe qui se trouve dans la région où j'ai fait ça. Donc c'est sûr que s'il n'y a pas de séraphe, si par exemple je construis un vitae dans un endroit où il n'y a pas de séraphe, ok, je vais gagner des avantages là, cela, mais je ne vais pas blesser le séraphe. Donc ça veut dire qu'il perd la poids de points de vie, et donc ça veut dire que je ne vais pas progresser sur le Lumen Rating, sur le LR. Ok, donc ça c'est vraiment à faire attention, il faut optimiser. Et voilà, là je vous ai expliqué tout ce qu'on pouvait faire pendant l'été, c'est-à-dire l'essentiel, 80% ou 90% même du jeu. Une fois que tout le monde a passé, on passe à l'automne. Et l'automne, ça va être la phase de production. Là aussi, tout est expliqué sur cette petite fiche. On vous l'explique super bien. On va commencer d'abord par transformer le Black Matter en Genazi au taux de 2 pour 1. Ensuite, la mana va se transformer, si je suis comme ça par exemple. Là, je vais vous faire un exemple. Hop. Imaginons que je suis comme ça. Donc, on commence par transformer la Black Matter 2 pour 1 en Genazi. Donc, j'enlève ici, je gagne un Genazi. Ça,
ben, c'est perdu. Ensuite, la mana, ça devient de la dark matter. Et ensuite, je fais ma production. Donc, mon gold, 3 plus le niveau atteint ici. Donc, je suis toujours à 14. Ça ferait 17. Donc, je prends mes 17. Ici, je gagne ma ressource de héros. Ensuite, mon mithril. Et enfin, ma mana. Quand on a fait ça, ensuite, on regarde bien ici. On me dit qu'il faut retourner le signe premier joueur. Donc, hop, le premier joueur, il redevient comme ça actif. C'est bien lui, le premier joueur. Ensuite, on va retourner le Lumen Blessing qu'on avait pris. Et on l'active, mais après avoir fait l'income, pas avant, hein, c'est important, c'est bien après. On gagne ce qui est écrit dessus. Donc, je gagne 2 mithril. Et ensuite, ben, vous savez quoi, l'automne, c'est fini. Donc ça va très vite. Et ensuite, il nous faut faire l'hiver. Donc pour l'hiver, hop, je retourne une carte et je vais appliquer les effets de la carte. Donc qu'est-ce que ça me dit? Ben, ça dit que déjà, ça va être le monstre avec la spirale jaune qui va être activé, c'est-à-dire 7. Il va être activé et il va suivre ce mouvement. Alors il est où 7? Il est ici, 7. Donc regardez la carte si je la mets à côté. Vous voyez, ça veut dire il est ici, là il va mettre un portal, ici, puis après il va avancer ici, et là il ne va pas pouvoir avancer. Il va se passer un truc, tiens, intéressant, ça va me permettre d'expliquer ce fonctionnement. Alors, on y va doucement. Donc, un portal, il génère un portal là où il se trouve. Ensuite, il va avancer en créant un île. Hop. Ensuite, il doit avancer pour créer un île encore, mais il ne peut pas. Pourquoi il ne peut pas? Parce que un séraph ne peut pas avancer sur du portal et du île. Pas possible. Ok? Donc, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va devoir dévier. Comment est-ce qu'il dévie? Eh bien, on va regarder la petite flèche ici. Là, on me dit, vous voyez, la flèche, elle va vers la droite, ça tourne vers la droite. Donc, il va dévier vers la droite. C'est-à-dire qu'il va regarder en allant vers la droite. Donc la droite c'est par là-bas, le premier hexagone disponible, donc on le tourne ici, est-ce que c'est disponible ou pas disponible? Disponible, donc il met son île, et il avance, et ensuite, je regarde, dernier mouvement, par rapport à là où il se trouve, vous voyez, c'est pour ça que c'est super important l'avant là, ici, je regarde, est-ce qu'il va tout droit? Non, il avance, mais en allant sur la gauche, donc il fait hop, et il avance, mais là il ne met pas de nihil. Il ne met pas de nihil, donc son mouvement, il est terminé. Vous voyez, il faut être un petit peu rigoureux, puis c'est pas plus compliqué que ça. Et ensuite, par contre, là, on fait ça. Vous voyez ce petit carré là? Ça veut dire déclenche la malédiction de 7. Alors je regarde, la malédiction de 7, c'est ça. Ça, c'est les malédictions. Donc, ça me dit tous les joueurs perdent 2 Genazi. Donc on regarde, si j'ai 2 Genazi, oui c'est le cas, je les perds, c'est bon. Mais imaginons que je n'ai pas assez de Genazi. J'ai pas de Genazi ici. Bien à ce moment-là, en multijoueur, on va réduire, ça c'est le symbole du LR. On réduit son LR de 1 en multijoueur, ok. Mais en solo, c'est pas exactement la même chose. En solo, on augmente la santé du séraph, donc on le soigne, on le heal de 1. En fait, chaque fois, ça c'est uniquement pour le mode solo, hein, chaque fois en solo qu'on devrait réduire notre LR, ici, à la place, on va augmenter la santé du séraph. Il n'y a qu'à la fin, si on détruit c'est uniquement à la fin, quand on détruit le dernier séraph, qu'on enlève le dernier point de vie. Et à ce moment-là, si jamais on devait perdre un LR, et bien là, on perd vraiment le LR. C'est-à-dire comme un multi. Hein, on ne soignerait pas, puisqu'il est mort, le dernier séraph, il ne peut pas réapparaître à la vie. Et une fois qu'on a fait ça, et bien la phase d'hiver est terminée. On passe ensuite à la phase de printemps, comme indiqué ici. Et ça c'est très simple, j'en avais déjà parlé tout à l'heure, on va tout simplement piocher 4 cartes et faire un draft. Et si on est tout seul, si on est en solo, ben on pioche 4 cartes et terminé. Donc là, on piocherait donc 4 cartes, ça fait 3 et 1, 4. Donc en multi on en choisit une, on passe au voisin sens, alors quel sens? Ça va être le sens indiqué par le dernier événement qui est face visible. Donc là ça serait
vers la droite, et puis sinon, ben voilà, il faut regarder par rapport à l'événement tiré. Si on est en solo, on ne se préoccupe pas de ça, on ne fait pas de draft, on a ces quatre Lumen Scroll, ben on choisit ceux qu'on va garder, et on paye 3 pour ceux qu'on garde, et puis les autres, ils partent à la défausse, et voilà. Alors maintenant, on va aborder un petit peu la mécanique des séraphes, parce qu'il y a quelques éléments qu'il faut quand même expliquer, qui manquent encore. Alors le premier élément, c'est par exemple, si voilà, je dévoile une carte comme ça, vous voyez là, il n'y a pas de mouvement, ça c'est un peu étrange. Alors ça veut dire que le monstre, il va vanish. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là où il est, on va mettre un portal, et partout autour, là où c'est possible, on va mettre des nids. Par exemple, démonstration, ici ce serait ce monstre, enfin ce séraph, c'est-à-dire Marduk. Marduk, sur la map, il est ici, donc ça veut dire qu'il faudrait faire ça. Alors hop, sur Marduk, je mets donc un portal, et partout autour où c'est possible, je mets des Nihil. Ok, et ensuite le monstre, le séraph disparaît, et il va réapparaître où? Il va réapparaître sur la prochaine frontière. Donc la prochaine frontière, il était là, c'est ici. Sur la prochaine frontière, et sur l'espace extérieur, sur l'hexagone extérieur, donc qui est vraiment en bord, et en regardant vers le vide. Il va regarder vers le vide, comme ceci. Si jamais le séraph, il est déjà sur une frontière, admettons qu'il avait été ici, bon ben, il fait comme je viens de faire, il disparaît, mais il va sur l'autre frontière. Ok, si l'autre frontière n'est pas disponible parce qu'il y a quelqu'un, il y a quelque chose déjà, et bien à ce moment-là, il va sur l'autre dans le sens, alors pas horaire, ça dépend, dans le sens indiqué par la carte événement. Donc là, il irait en fait plutôt vers là-bas de ce côté. Je vais faire un autre cas de figure maintenant. Imaginons que j'ai un stronghold ici, on va dire. Je construis un stronghold là, et que là, imaginons, je vais enlever ça plutôt. Imaginons que là, voilà, j'avais construit plus tard dans la partie un Vitae. Ok. Et là, admettons qu'il y avait eu un Nigil et que je l'avais retourné en désert, hein, admettons. Hop. Donc je remets la propriété. Voilà. Hop. Je reviens en arrière. Je vous refais le topo doucement. Donc il y avait ici, il y avait Marduk. Donc il vanish. Donc je vais mettre sous lui, je mets le portail. Ok. Je vais me mettre, attendez, hop. Imaginons que j'avais construit un Vitae ici aussi. Voilà. Voilà, là comme ça, je pourrais voir tous les cas de figure. Donc, tout autour de lui, il a mis le portail. Tout autour de lui, il va mettre les Nihil, là où c'est possible. Donc, là où c'est vide, déjà, c'est toujours possible. Et ensuite, donc là, c'est possible. Et ensuite, comment ça se passe pour le reste? Eh bien, ça va dépendre. Ça va dépendre. Les strongholds sont intouchables. Ensuite, toutes les tuiles qui sont adjacentes au stronghold, à un stronghold, sont protégées. Donc, et celles qui ne sont pas adjacentes ne sont pas protégées. Donc, ce qui signifie ici que cette Vitae ne risquerait rien parce qu'il y a le stronghold qui la protège. En revanche, celle-ci disparaîtrait et serait gagnée par le Nihil. Et on se retrouverait dans cette configuration avec lui qui irait sur la prochaine case frontalière en fonction de ce que nous dit la flèche, c'est-à-dire ici, voilà, donc sur une frontalière case extérieure. Voilà comment on procéderait. Quand il se déplace, un séraph détruit toutes les tuiles des joueurs qu'il rencontre qui ne sont pas un stronghold ou qui ne sont pas protégés par un stronghold. Par exemple, si ce séraph devait avancer et qu'il y avait par exemple une Vitae ici qui n'est pas protégée, eh bien elle serait détruite. Ok. Donc la seule façon que ce ne soit pas détruit, c'est les strongholds ou tout ce qui est adjacent au stronghold, toutes les tuiles adjacentes au stronghold. S'il y a un héros dans une case sur laquelle avance un séraph, par exemple, dans ce cas-là ici, ce séraph avance, et bien le héros est immédiatement aspiré dans le void. Et à ce moment-là, il perdra, le héros, un LR. Donc on réduit de 1 LR, sauf en solo où c'est le séraph qui gagne un point de vie.
Ensuite, la dernière chose à voir, c'est ce qui se passe quand on détruit un séraph. Et bien, quand on détruit un séraph, il va se passer un void wave. C'est-à-dire que le séraph, en mourant, déjà, il va, mettons qu'on va tuer ce séraph ici, il va lâcher un portail ici. Donc, il y a un portail qui va apparaître. Et ensuite, on va déclencher le pouvoir. Alors ça, c'est Marduk. Et on va déclencher ce pouvoir. Donc ça, c'est le Void Wave. Donc ça veut dire que tous les, tous les joueurs devront obligatoirement détruire une de leurs cartes avec un badge de mana, de magie. Donc si on n'en a pas, donc si on en a, on le fait. Ou alors, si on ne veut pas le faire ou si on n'en a pas, c'est écrit ici, on est aspiré dans le void, c'est-à-dire que les héros qui ne veulent pas ou qui ne peuvent pas effectuer la protection, ils se retrouvent dans le void. Ok, on a vu ce qui se passait déjà quand on est dans le void. On peut ensuite en sortir pour une ressource de héros. On va se mettre à côté de n'importe quel portail qu'il y a dans le jeu, mais aussi on perd un LR. Donc on recule ici un LR. Et si on est en solo, on se rappelle hein, à la place, c'est un Séraph qui gagne un point de vie. Ok, alors gagne un point de vie si c'est parce qu'on a détruit celui-ci. On a détruit, imaginons Marduk. On l'a détruit, donc ben, il ne va pas regagner un point de vie, mais parce que c'est pas le dernier, admettons que ces deux soient encore en vie, et bien on va regarder le prochain, qui c'est lui. Et bien c'est lui qui va gagner un point de vie, c'est-à-dire Moloch gagnerait un point de vie. Et bien voilà, c'était la présentation des règles de Legend of Void. J'espère avoir été assez clair. En tout cas, je pense qu'avec ce que je viens de vous expliquer, vous avez de bonnes bases pour vous lancer dans le jeu. Si jamais il y a des imprécisions ou des choses qui ne sont pas très claires, n'hésitez pas à le signaler dans les commentaires et j'essaierai d'y répondre. Sur ce, je vous dis salut et à bientôt!